Bonjour, donc Yann Mercier. Je vais vous parler du projet Hyper, qui est un projet qui est construit. C'est un projet qui est un peu dans le bas du tableau présenté Christian. C'est un projet de collectif assez grand, puisque c'est 10 actionnaires et 2 mégawatts de puissance électrique. D'abord, Métanéo, on était une start-up créée en 2007. On a bureau d'études comme Solaco en fait, et on a participé au projet Hyper en tant que bureau d'études en association avec des financiers qui devaient financer le projet. Et ils n'ont pas financé le projet. Quand on a gagné le projet, ils ont trouvé que c'était trop risqué, que c'était trop incertain, et ils avaient un peu raison. Enfin, c'était pas simple pour eux d'envisager, enfin, d'identifier les risques, et donc on a levé des fonds pour financer le projet Hyper, et puis finalement on a levé des fonds pour financer les projets qu'on développe. C'est-à-dire que du bureau d'études, on est passé à développeur investisseur, parce qu'on s'est heurté toujours au même problème de convaincre les investisseurs de la pertinence d'investir dans la méthanisation. C'est quelque chose de difficile. Voilà. Puis une fois qu'on a développé des projets, qu'on a investi dedans, on se dit qu'on les garderait bien. Finalement, c'est peut-être pas nécessaire de les vendre si on arrive à tenir capitalistiquement, et donc on devient peu à peu producteur d'énergie. Aujourd'hui, on a 2 projets qui tournent, Hyper et Capter, qui sont pas loin l'un de l'autre, ils sont tous les deux dans les Deux-Sèvres, entre Poitiers et Angers à peu près, hein, donc au nord-ouest de Poitiers, au sud-est d'Angers. Et aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes. Alors pour tenir le choc capitalistiquement, d'abord c'est des fonds d'investissement qui ont investi notre capital, ont mis 3 millions d'euros de notre capital, et puis ensuite ces fonds d'investissement sont ressortis, comme c'est leur business model à eux, et ils ont vendu leurs actions à une société industrielle qui s'appelle Albioma, qui est cotée en bourse et qui fait des énergies renouvelables dans les départements d'outre-mer. Donc on est quand même appuyé par une force capitalistique, sinon on ne pourrait pas investir dans les projets avec un début de retour sur investissement qui parfois dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà. Donc c'est le modèle qui veut ça. Donc nous on travaille que sur les projets d'unités de méthanisation collective, territoriale et agricole, donc UMCTA, une méthanisation collective, territoriale et agricole. Prenons un territoire, il est carré pour les obligations de la présentation, mais normalement c'est plutôt circulaire, c'est entre 10 et 20 km de rayon. Il y a 4 types de sous-produits dans une unité agricole. Il y a les effluents d'élevage, fumier lisier, les effluents des sous-produits des usines de transformation agroalimentaire, et les sous-produits de l'agriculture, comme les menus pailles, ou dans certains cas les pailles, quand elles n'ont pas de destination à l'élevage. On méthanise tout ça, généralement dans 2 digesteurs en série, mais ça ça dépend, et on va faire de l'injection dans le réseau. On va faire de l'injection dans le réseau d'électricité, et on va vendre la chaleur normalement à une usine. En tout cas, notre modèle, c'est d'essayer de vendre la chaleur à une usine, de façon à ce qu'une consommation toute l'année est constante. La difficulté, c'est ici, hein, c'est de transformer Digesta pour le rendre aux agriculteurs et qu'il soit adapté aux attentes des agriculteurs. Donc on a une composante agronomique très forte, c'est-à-dire qu'on discute très longtemps avec les agriculteurs pour comprendre ce qu'ils attendent et les convaincre du fait que ce qu'ils vont recevoir, ce sera mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui. Et donc finalement, on fait en général des bilans de fertilisation de chacune des fermes de nos adhérents. Donc ça suppose de faire une formation aux agriculteurs de 3-4 jours, nous et d'autres, hein, en partant avec des chambres d'agriculture, avec contrôle laitier, avec des fiscalistes, avec des gens comme le CER qui leur expliquent ce qu'est une société, la gouvernance, tout ça. Et à terme, au bout de 2-3 ans de discussion, ils commencent à avoir confiance, et ils comprennent que rentrer dans ce projet leur apportera un retour direct. Avant même qu'ils investissent, ils auront un retour direct dans l'échange fumier contre Digesta, si on a su s'adapter à leurs attentes. Voilà. Sur Hyper, ça va assez loin, hein, s'adapter à leurs attentes, puisque le Digesta liquide, on l'évapore sur Hyper et on fait un engrais, un sulfate d'ammonium, de façon à ce qu'il puisse épandre sur les blés lors de la levée des blés au mois de février. Ils ne peuvent pas épandre parce que les terres sont peu porteuses avec des tonnes à lisier. Ils épandent donc avec pulvérisateur du sulfate d'ammonium. Donc c'était un surinvestissement important, un surcoût important, mais
mais c'était la condition de convaincre ces 65 exploitations agricoles de nous rejoindre. Après, alors on peut faire, excusez-moi, je termine, on peut faire de l'injection dans le réseau, hein, maintenant depuis 2011, on peut faire de l'injection dans le réseau de gaz et éventuellement, en passant par le tuyau, on peut aller vers des flottes captives à terme de transport et on pourra avoir un jour des camions qui roulent zéro gaz à effet de serre. Il y a plusieurs démarches qui vont dans ce sens en ce moment. Donc globalement, un projet collectif territorial agricole. Agricole, ça veut dire que pour nous, la quasi-totalité du gisement est composée de produits agricoles directement ou transformés. Donc c'est les produits directement de l'agriculture, donc effluents d'élevage et sous-produits de l'agriculture céréalière. Et aussi produits agricoles transformés, donc produits issus des usines de transformation agricole, donc abattoirs, conserveries, sucreries, distilleries viticoles, etc. L'avantage, c'est que c'est un gisement très abondant. Il y a à peu près 100 millions de tonnes d'effluents d'élevage en France, c'est-à-dire à peu près 100 fois plus que de déchets agroalimentaires. Un gisement à très faible valeur économique. La seule valeur du fumier ou du lisier des effluents agricoles, c'est leur valeur fertilisante quand elle n'est pas un déchet, par exemple en Bretagne. Et donc, comme cette valeur est faible, ces déchets, enfin ces sous-produits, ces coproduits d'agriculture ne voyagent pas ou voyagent mal. Quand on est sur un territoire, on peut espérer ne pas souffrir de la concurrence d'autres unités, sauf si elles viennent s'installer dans le jardin, mais en général c'est assez rare. Voilà, normalement il y a une sorte, jusqu'à aujourd'hui, un assez bon respect des unités de méthanisation les unes entre elles. Bon exemple qui a été présenté avant par Julien Vie, où il y a le projet CIPER, donc on ne va pas lui faire concurrence. Comme ce sont des projets de territoire, c'est tout à fait naturel de ne pas se faire concurrence. En fait, ce sont des projets qui sont tellement fragiles et qui ont tellement besoin de l'approbation de tout le monde que si on commence par un truc par un point noir super fort, on va faire concurrence à quelqu'un, le projet d'entrée il sera pas viable. Donc soit on le sait tout de suite, soit on le sait plus tard. Mais globalement, à terme, le résultat est le même. On va pas le faire ce projet si on rentre en concurrence avec quelqu'un. En tout cas jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et donc les gisements agricoles sont généralement sans concurrence d'usage, à part la fertilisation, mais on maintient cette fonction de fertilisation par la discussion avec les agriculteurs en disant comment peut-on vous transformer ou vous adapter les saisons et les époques et les moments pour vous rendre ce produit et qu'il convienne à vos pratiques de fertilisation. Donc, comme dit Christian, c'est une négociation, c'est une discussion très longue de façon à ce que cette faculté, enfin cet usage fertilisant soit respecté et voire généralement amélioré. Territorial, ça veut dire que rien ne sort et rien ne rentre, rien ne sort du territoire et rien ne vient en dehors du territoire. L'idée, c'est que la France sera un jour maillée de méthaniseurs. Il y aura des territoires autour, le territoire naturel du méthaniseur, et c'est contre-productif d'aller chercher des déchets dans des territoires lointains. C'est contre-productif d'un point de vue environnemental, puisque ça crée du transport, et c'est contre-productif d'un point de vue business, puisque ça fait une tension sur les matières qui tirent toutes les rentabilités vers le bas. Ça favorise en outre le sentiment d'appartenance des riverains et des populations locales, puisqu'on implique les industriels, on implique les agriculteurs, on implique les élus locaux, et tout ça fait se révéler des énergies qui n'étaient pas forcément détectées au début. Il n'y a aucune concurrence sur les gisements agricoles, il y a une concurrence faible sur les industries agroalimentaires. Certains traiteurs de déchets continuent quand même de venir chez nous chercher des déchets ou essayer de les prendre, et ça tire les redevances vers le bas, mais ça tendra probablement à s'estomper parce qu'au bout d'un moment, on va s'épuiser à faire cette guerre. Voilà. Et puis, dans notre cas, les principaux producteurs de déchets d'industrie agroalimentaire sont à notre capitale, donc il n'est pas question qu'elles envisagent d'autres prestataires. Et très important, tous nos projets sont collectifs, c'est-à-dire que c'est un dogme, les apporteurs de biomasse doivent être au capital. C'est la seule façon de pérenniser le gisement sur un long terme, et c'est la seule façon que chaque apporteur de biomasse réalise à quel point la négociation dans laquelle il veut rentrer ou la renégociation qu'il veut mener met en péril ou affecte le projet. Il faut qu'il soit des deux côtés pour sentir. Beaucoup d'agriculteurs au début souhaitent ne pas rentrer dans le projet et nous faire acheter les fumiers. Alors on achète à combien? 1 euro la tonne, puis 2, puis 3, puis 5, puis à la fin on va se caler sur zéro bénéfice pour l'usine et le maximum de bénéfices pour les autres
l'entreprise agroalimentaire. Et lorsqu'on devient actionnaire de l'entreprise l'unité de méthanisation, pardon, c'est pas l'entreprise agroalimentaire, c'est l'unité de méthanisation, lorsqu'on est actionnaire de l'unité de méthanisation, on comprend que les obligations bancaires, que les obligations de résultat, que les attentes des actionnaires sont incompatibles avec un pompage des ressources de la structure. Voilà. Et globalement, ça crée des situations de négociation beaucoup plus soft. Nous, on pratique ce que j'appelle la négociation consensuelle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes autour de la table et on cherche le barycentre. Il faut qu'on soit dans une relation gagnant-gagnant, tous avec tous, et il faut qu'on trouve le barycentre des intérêts, et c'est quelque chose de très important et qui est très long à déterminer. Et si le centre, si le point d'arrivée de la négociation bascule trop d'un côté, c'est ce que disait Christian tout à l'heure, et ben, les autres peuvent sortir parce qu'ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils ne s'y retrouvent pas, et le projet capote. Donc, pratiquer la négociation consensuelle, et le fait que ce soit collectif, que tous les apporteurs de biomasse soient au capital, facilite considérablement la négociation consensuelle. C'est-à-dire que plus aucun des partenaires n'aura la volonté de mettre le projet en péril. Donc l'historique du projet, c'est un projet qui est né d'une collectivité locale. C'est Pierre-Emmanuel de Sèvres qui s'est fait embaucher par la communauté de communes de Thouars parce qu'il avait cette vision d'un projet de méthanisation. Globalement, il avait une vision plus large. Il a fait type méthanisation, type solaire, type éolienne. Et autrefois, il y avait type éthanol, mais bon, là, c'est plus tellement d'actualité. Et il a été voir Grégory Vrignot de la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres, qui l'a rejoint et qui a apporté avec lui des agriculteurs. Ils ont rencontré une soixantaine d'agriculteurs en 2006 pour présenter le projet. Ils ont commandé un rapport à Solagro encore, à travers la communauté de communes de Thouars, pour voir quel était le gisement, qu'est-ce qu'on pouvait faire comme première étude de faisabilité. C'est très itératif, donc effectivement, c'est pas du premier coup qu'on a la solution, mais le rapport donne des éléments de réflexion et une bonne base sur laquelle on peut travailler. Ils ont fait un appel à projet pour savoir quels développeurs pouvaient les aider à faire ça, parce qu'ils n'avaient pas ni les moyens, ni les connaissances, ni l'argent suffisant pour le faire. Et on a gagné cet appel à projet Méthanéo en raison du modèle que je vous ai présenté, collectif territorial agricole, alors que les autres, c'était Veolia, c'était Suez, c'était IDEX. Il y a quelqu'un d'IDEX ici. Voilà. Il y avait IDEX, il y avait Saria, et à cette époque, je ne sais pas quelle était la proposition d'IDEX, mais il y avait, en tout cas, on était en finale contre Veolia, et leur idée c'était, nous on vient mettre un méthaniseur chez vous avec les déchets de Veolia, si vous voulez apporter vos fumiers, vous êtes les bienvenus, mais voilà, il n'y avait pas de proposition à cette époque que ce soit collectif. Voilà. Donc on a remporté le projet, l'investisseur est parti, et on a levé des fonds, et finalement on l'a réalisé. Donc aujourd'hui, c'est 92 actionnaires locaux qui sont constitués par les apporteurs de biomasse, les utilisateurs de chaleur et les apporteurs de déchets, les agriculteurs apporteurs de déchets. Ils ont amené ensemble à peu près 600 000 €. Ils ont pris 20% du projet. Ils participent fortement aux décisions par le jeu des minorités de blocage et des droits de veto qu'il y a dans les SAS. Et ça a fait pas mal de buzz local, on en parle, etc. Donc c'est passé dans de très nombreux articles de journaux. Voilà. Donc globalement, c'est lourd de développer un gros projet collectif. Ça, c'est une réunion plénière. C'est pas sur Tipper, parce que j'avais pas la même photo sur Tipper, c'est sur un autre projet, mais globalement, c'est une réunion plénière où on présente à tous les agriculteurs. Là, ici, tous les agriculteurs, ils vont investir dans un projet. Donc, on leur présente le business plan, on leur présente les enjeux, on leur présente les risques, on leur présente la logistique, on leur présente ce qu'ils peuvent faire en prestation, on leur présente le type de matière qu'on va prendre, et on fait plusieurs réunions comme ça. Et on travaille sur la base de comités de pilotage. Donc ça, c'est des représentants de chaque type d'agriculteur. Donc il y a 2 représentants des céréaliers, 2 représentants des éleveurs porcins, 2 représentants des éleveurs bovins, etc. Et pendant 2-3 ans, on bâtit le modèle. Et c'est très important. Le modèle, on ne trouve pas sous le sabot d'un cheval. Il faut vraiment, sur chaque territoire, adapter le modèle et pratiquer cette négociation consensuelle, même de façon itérative, avec des idées nouvelles qui surgissent 1 mois après, 6 mois après, voilà. Quitte à déplacer le projet, quitte à changer le rayon de collecte, quitte à changer les conditions de collecte, quitte à faire payer ceux qui ont utilisé ça trop liquide, enfin du lisier trop liquide, etc., etc. Il y a toute une négociation qui s'engage sur un assez long terme. Ça, c'est la difficulté. La résultante, c'est que le projet, au bout, il est très solide. Il est
très solide parce que les agriculteurs ont mis de l'argent, parce que les industriels ont mis de l'argent, parce que les politiques nous suivent. Et puis, globalement, les gens s'investissent psychologiquement dans ce projet, investissent leur énergie, et ça rapproche les gens, ça crée du lien social, et ça c'est important. Donc voilà la localisation des agriculteurs adhérents au projet. Donc il y a 65 exploitations qui font à peu près 90 agriculteurs. Voilà le territoire qu'ils occupent, que leur propriété occupe. Donc c'est un plan d'épandage gigantesque, 58 communes, 7500 hectares et 3 départements et donc un ICPE monstrueux, une enquête publique monstrueuse. Mais globalement, le fait que ce soit collectif, le fait qu'il y ait tant d'agriculteurs, le fait qu'eux-mêmes ont des contacts, que les élus ont des contacts, que les industriels ont des contacts, a facilité l'acceptation locale et finalement elle a été bonne et on n'a pas eu du tout d'opposition ni d'objection dans l'ICPE. Ceolis, qui est le producteur local d'électricité, le distributeur local d'électricité, est rentré au capital, il a pris 30% et voilà, ça c'est un exemple, c'est les industriels qui sont rentrés au capital, dont un qui nous récupère la vapeur, qui est Pélané, qui est un fabricant de granulés d'alimentation pour bétail, et qui est notre valorisation chaleur. En aboutissement, une grande fierté locale, avec pas mal de gens qui sont contents et on les voit, ils sourient là. Donc ça c'est Jean Grelier, qui est le député des Deux-Sèvres de cette circonscription, qui s'est beaucoup investi à titre personnel. Et c'est notable. La préfète de région, le maire de Thouars, le président de la Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres, Ségolène Royal, le président des agriculteurs, le président de Ceolis et moi. Et on était très contents ce jour-là. Et puis après, les emmerdes continuent, parce que il faut que ça marche, il faut que ça tourne. Et voilà. C'était un moment, une petite pause dans, comme dit Christian, dans un développement très riche en rebondissements. Voilà. Notre atelier d'évapoconcentration, donc pour faire des engrais, pour plaire aux agriculteurs et pour favoriser leur adhésion, et puis pour trouver ce barycentre de l'intérêt collectif. Et Pierre-Emmanuel de Sèvres ici, qui est à l'origine du projet. Alors ça, c'était le jour de l'inauguration, un week-end d'inauguration. Il y a 2000 personnes qui sont venues, et par groupe de 20-30, on a fait visiter l'usine aux riverains et à la population. Il y a des motards du coin qui sont venus, pas mal de trucs. Et tout le monde, on était 40 ou 50 partenaires du projet à faire visiter l'usine à des groupes. Et finalement, c'est vachement gai. C'est très sympa. Et je suis parisien et c'est un énorme défaut. Mais au bout de 7 ans, quand j'arrive là-bas, je me sens un peu chez moi, je me sens accueilli et je me sens un petit peu aussi du coin et ça me fait plaisir. Voilà. Donc finalement, un projet collectif, c'est beaucoup de monde autour de la table et tous ces partenaires ont été nécessaires à l'émergence de ce projet. Donc la communauté de communes, le département, la région. On n'a pas parlé de subventions, et ce matin très peu aussi, mais il y a eu beaucoup de subventions. Il y a eu 2 700 000 € de subventions pour un projet de 15 millions. Les mairies, les champs d'agriculture, Ceolis, etc.